de 200 personnes mortes dans les troubles en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa dénonce une tentative de déstabilisation de l'État. En France, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, mis en examen dans l'enquête sur de possibles conflits d'intérêts avec ses anciennes activités d'avocat. Et puis la Chine rejette les critiques du chef de l'OMS. Ce dernier avait appelé Pékin à plus collaborer dans l'enquête sur l'origine de la pandémie de Covid-19. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. L'autorité de régulation des médias au Nigeria a ordonné vendredi aux radios et télévisions de ne plus diffuser de détails concernant les attaques de groupes djihadistes ou criminels. La mesure vise à ne pas présenter sous un jour favorable leurs activités. Les précisions. La National Broadcasting Commission a ordonné ce vendredi aux radios et télévisions de s'abstenir de donner des détails sur les activités des djihadistes et criminels dans leur bulletin d'information. Cette mesure a suscité une levée de bouclier de la part des défenseurs des médias qui dénoncent une nouvelle mesure destinée à censurer la presse. Les titres de la plupart des journaux sont consacrés au sujet de sécurité, a constaté le régulateur des médias dans un communiqué. Informer les Nigérians est une nécessité qui ne doit pas exclure la prudence, car donner trop de détails peut avoir un effet négatif sur l'action des forces de sécurité, a-t-il souligné. La National Broadcasting Commission a aussi mis en garde contre le danger de présenter sous un jour favorable les activités sanglantes des insurgés, terroristes, criminels. Le représentant des médias a critiqué cette injonction vue comme une atteinte à la liberté d'information. La directive de la NBC est contraire à la liberté d'expression et aux règles d'exercice du journalisme, a réagi le directeur d'un syndicat de journalistes, Nigeria Union of Journalists, Adelaye Ajayi. Début juin, le gouvernement nigérian avait ordonné la suspension de Twitter pour une durée indéterminée dans le pays le plus peuplé d'Afrique, après la suspension par le réseau social d'un message du président Muhammadu Buhari, jugé capable d'inciter à la violence. Je le disais en titre, les troubles et les pillages en Afrique du Sud qui ont fait plus de 200 morts ces derniers jours ont été planifiés, coordonnés par des personnes cherchant à provoquer une insurrection dans le pays, a accusé vendredi le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Depuis plusieurs jours, des entrepôts, usines et centres commerciaux du KwaZulu-Natal et de Johannesburg sont la cible de pillages et de destruction. La situation revient graduellement mais sûrement à la normale, a toutefois déclaré la ministre de la Présidence des responsables de santé sud-africains s'inquiètent par ailleurs que les récents mouvements de foule, notamment lors de pillages, ne provoquent un pic de contamination de Covid-19. Le président Ramaphosa a promis que jusqu'à 25 000 soldats, 10 fois plus qu'en début de semaine, seraient bientôt opérationnels pour sécuriser un calme encore précaire. On le suit. En utilisant le prétexte de revendications politiques, ceux qui sont derrière ces actes ont cherché à provoquer une insurrection populaire au sein de notre peuple. Tout sera fait pour traduire ces personnes devant la justice. Nous devons admettre que nous étions peu préparés à une opération orchestrée de violence publique, de destruction et de sabotage de cette envergure. Plus de 2550 personnes ont été arrêtées en lien avec les troubles et des dispositions spéciales ont été mises en place pour faire en sorte que ces affaires soient prioritaires. Amnesty International a accusé vendredi l'Éthiopie d'avoir arbitrairement arrêté des dizaines de Tigréens ces dernières semaines. Les rebelles qui combattent le gouvernement fédéral au Tigré ont repris le contrôle d'une grande partie de cette région en guerre depuis 8 mois. Reportage.
Parmi les détenus se trouvent des militants et des journalistes, dont certains ont été frappés et transportés à des centaines de kilomètres de la capitale, affirme Amnesty dans un communiqué. Beaucoup ont disparu et le nombre total de détenus pourrait se chiffrer en centaines, ajoute l'ONG. Le Tigré est en proie depuis 8 mois à un conflit dévastateur qui a connu un tournant majeur fin juin, avec la reprise par les forces rebelles opposées au gouvernement fédéral d'une grande partie du territoire de cette région du nord de l'Éthiopie, poussant le gouvernement à déclarer un cessez-le-feu unilatéral. 3 régions éthiopiennes vont déployer des troupes pour soutenir les opérations militaires menées par l'armée fédérale dans la région du Tigré, ouvrant la porte à un possible élargissement du conflit. Cette mobilisation survient après les propos mercredi du Premier ministre Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019, selon lesquels les forces rebelles seront repoussées. Ces arrestations devraient cesser et les détenus devraient être au plus vite poursuivis sur des charges reconnues ou bien être relâchés, a ajouté Amnesty International. Jeudi, la Commission éthiopienne des droits humains, un organisme indépendant mais rattaché au gouvernement, a affirmé travailler sur des dossiers d'arrestation arbitraire, de fermeture d'entreprises et sur d'autres types de harcèlement visant les personnes d'ethnicité tigréenne. La Commission ainsi que des organisations de défense des droits s'étaient déjà inquiétées de vagues d'arrestations similaires au début de la guerre. Ce journal se poursuit. C'est une première pour un ministre de la Justice en exercice en France. À l'issue de près de 6 heures d'interrogatoire à la Cour de justice de la République, Éric Dupond-Moretti a été mis en examen dans l'enquête sur de possibles conflits d'intérêts avec ses anciennes activités d'avocat. Éric Dupond-Moretti a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt sans contrôle judiciaire. Ni le procureur général près la Cour de cassation, qui représente l'accusation dans cette procédure, ni aucun autre représentant du parquet n'ont assisté à l'interrogatoire, souligne une source judiciaire. Le ministre était arrivé vers 9h à la CJR, se disant devant les caméras, serein et particulièrement déterminé. Le ministre de la Justice, il n'est pas au-dessus des lois, mais il n'est pas non plus en dessous. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ses avocats, sa mise en accusation est sans surprise. Il a apporté tout au long de cette audition des explications très claires et très précises sur les faits qui lui sont reprochés. Ces explications n'ont malheureusement pas suffi à renverser une décision qui, nous l'avons constaté, je crois, était prise avant l'audition. Nous allons évidemment désormais la contester, cette mise en examen. Dès la semaine prochaine, de même que dès la semaine prochaine, nous demanderons l'audition du procureur général près la Cour de cassation pour que la vérité soit faite sur les faits pour lesquels Éric Dupond-Moretti a été convoqué aujourd'hui. Dans cette affaire, le ministre de la Justice est soupçonné d'avoir profité de sa fonction de ministre pour régler ses comptes avec des magistrats avec lesquels il avait eu maille à partie quand il était avocat, ce qu'il réfute. Les inondations qui touchent la Belgique, principalement l'Est et le Sud du pays, ont fait au moins 15 morts, selon un bilan établi vendredi par le quotidien belge Le Soir, citant des sources officielles. Dans les ménages d'où les eaux se sont retirées, les dégâts sont constatés. Reportage. La RTBF avait fait un peu plus tôt état d'au moins 12 morts et de 5 personnes portées disparues. Le président de la région wallonne, Elio Di Rupo, a dit craindre une aggravation du bilan. Jeudi soir, des centaines de personnes étaient encore bloquées chez elles, a souligné l'ex-premier ministre sur cette radio. La Wallonie, région francophone du sud de la Belgique, est particulièrement touchée et restait en grande partie en état d'alerte de crue, selon une carte actualisée vendredi matin par les autorités régionales. Pompiers, forces de l'ordre et armées participaient aux missions de sauvetage et d'évacuation dans les zones inondées. Selon l'agence Belga, la défense belge a engagé un hélicoptère pour prêter secours à des personnes bloquées sur un toit dans la province de Liège. Plus de 21 000 personnes étaient privées d'électricité dans la région, selon le gestionnaire des réseaux de distribution d'électricité de gaz en Wallonie, faisant état de l'inondation de 300 cabines de distribution. L'eau courante était par ailleurs jugée non potable en raison des conditions météorologiques dans plusieurs communes de la province de Liège. Donc on a monté toutes les affaires à l'intérieur qu'on pouvait.
Et en fait, en 2 heures de temps, l'eau est passée de 5 cm à 30, 40, 50, 60, jusqu'à monter jusqu'à 1,50 m dehors. À l'intérieur, on s'en est sorti avec un peu moins de centimètres. Mais donc du coup, on a tout perdu. Tout ce qui est resté au rez-de-chaussée, on a tout perdu. J'ai beaucoup de frustration et je suis assez dégoûtée parce que la commune n'a absolument rien fait du tout. Donc ce sont des jeunes qui sont venus nous apporter des sacs de sable. Quand j'ai téléphoné à la commune m'a dit qu'en fait, il n'y en avait pas, il n'y avait plus de sacs de sable. Donc je suis assez furax contre la commune, ça c'est sûr. D'après la police fédérale, des dizaines de tronçons routiers restaient fermés à la circulation et une majeure partie du trafic ferroviaire était interrompue en Wallonie. Et puis Pékin a rejeté vendredi les critiques du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé sur le manque supposé de coopération de la Chine dans la quête sur l'origine de la pandémie de Covid-19. Le directeur de l'OMS avait en effet appelé la Chine à plus collaborer pour les enquêtes. La Chine, où les premiers cas ont été détectés à Wuhan, au centre, fin 2019, doit mieux coopérer pour comprendre ce qu'il s'est véritablement passé, a estimé jeudi le directeur général de l'OMS. L'organisation internationale, basée à Genève, fait face à une pression croissante pour une nouvelle enquête approfondie sur les origines de la Covid-19. En janvier, l'envoi en Chine par l'OMS d'une mission d'experts n'avait pas permis de faire toute la lumière sur le coronavirus, qui a déjà fait plus de 4 millions de morts à travers le monde. Devant la presse, Dr Tedros a notamment évoqué jeudi le manque de partage par Pékin de données brutes sur le virus, un problème selon lui. Invité à réagir, un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian, a affirmé vendredi que certaines informations concernant la vie privée ne peuvent être copiées et sorties du pays. Le fait est que lors de la visite du groupe d'experts conjoints en Chine, la Chine leur a permis de voir les données originales qui nécessitaient une attention particulière. Et les experts étrangers ont également précisé que le groupe d'experts a obtenu une grande quantité de données et d'informations à de nombreuses reprises. Ils ont également bien compris que certaines informations concernant la vie privée ne peuvent être copiées et sorties du pays. Le porte-parole a également rejeté les affirmations de Tedros selon lesquelles il y a eu une tentative prématurée d'écarter la théorie de l'accident de laboratoire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur Sika TV.